Bonjour à tous. Dans cette vidéo sur le second principe de la thermodynamique, vous n'allez rien apprendre de nouveau. Il va s'agir en fait de mettre en œuvre ce que l'on a appris dans la vidéo précédente, c'est-à-dire notamment la définition de l'entropie, ds est égal à delta Q réversible sur T, et la formulation du second principe en fonction du signe de la variation d'entropie de l'univers. Donc, ce sont des calculs que vous pourriez faire tout seul, mais là, je vous accompagne pour explorer ce nouveau domaine. On va commencer par calculer la variation d'entropie d'un corps pur qui subit une transformation mais sans changement d'état. Donc, c'est le cas très général. On part de la définition de la variation d'entropie. Donc, pour une transformation élémentaire, la variation d'entropie, ds sigma, est égale à la quantité de chaleur élémentaire échangée réversiblement divisée par la température du système. À partir de cette définition, on va changer delta Qrev par une des expressions de delta Qrev que l'on a établies quand on a travaillé sur le chapitre du premier principe de la thermodynamique. Donc, si vous reprenez votre boîte à outils du premier principe, on a à notre disposition deux expressions de delta Qrev. Donc, celle que j'ai écrite dans la partie gauche de la diapositive, delta Q réversible est égal à CVdt plus LdV. Et puis, la deuxième, écrite sur la partie droite, delta Q réversible est égal à CPdt plus HdP. Donc, en remplaçant dans l'expression de la variation d'entropie delta Q réversible par son expression, on obtient deux expressions de la variation d'entropie du système. À gauche, ds sigma qui est égal à cv dt divisé par t plus ldv divisé par t, et à droite, ds sigma qui est égal à cp dt divisé par t plus hdp divisé par t. Ensuite, si on veut calculer la variation d'entropie sur l'ensemble de la transformation, il suffit, entre guillemets, d'intégrer notre expression de ds sigma entre l'état initial et l'état final. Donc, pour aller plus loin dans notre intégration, on est un petit peu embêté parce qu'on a à la fois T et V qui varient dans la partie gauche et T et P qui varient dans la partie droite. Donc, pour avancer dans notre travail de calcul de variation d'entropie, on va faire des hypothèses. Donc là, si on travaille sur l'expression qui est dans la partie gauche, on va faire l'hypothèse que le volume ne varie pas. Donc avec V constante, dans l'expression de ds, on a dV qui est nul et par conséquent, l'expression de ds se réduit à cv dt sur t. Et pour calculer la variation d'entropie, il va suffire d'intégrer cv dt sur t. Donc si on suppose que cv ne dépend pas de la température, on peut le sortir de l'intégrale et quand on va intégrer dt sur t, ça nous donnera ln de t final sur t initial. Donc là, dans cette slide, je considère l'état initial qui est l'état A et l'état final qui est l'état B. Donc on a une expression de la variation d'entropie sur la transformation à volume constant qui est delta S sigma est égal à CV fois ln de Tb sur Ta. Pour l'expression qu'on avait établie dans la partie droite de la diapo, on va procéder exactement de la même manière, sauf que là, on va être amené à faire comme hypothèse que la pression est constante. Donc le terme dP est nul, le terme HdP sur T disparaît de notre expression et on a juste, pour calculer la variation d'entropie sur la totalité de la transformation, à intégrer Cp dt sur T et ça nous donne Cp fois ln de Tb divisé par Ta. Donc là, on se retrouve à partir de notre définition et des expressions possibles pour delta Q réversible avec deux manières de calculer la variation d'entropie d'un corps soumis à une transformation sans changement d'état. À gauche, vous avez l'expression qui sera valable dans le cas d'une transformation à volume constant, c'est-à-dire qu'à volume constant, notre système va recevoir ou céder de la chaleur. Et puis, dans la partie droite, une expression qui sera valable pour un échange de chaleur à pression constante. Donc, voyons maintenant ce qu'il en est pour un changement d'état.
Un changement d'état, c'est une transformation à température et pression constante. Donc, quand on va vouloir intégrer notre expression de la variation d'entropie, on va pouvoir sortir la température de l'intégrale de delta Qref sur T. Donc, la variation d'entropie au cours d'un changement d'état, c'est la quantité de chaleur échangée par le système au cours du changement d'état divisée par la température de changement d'état. Par ailleurs, le changement d'état se fait à pression constante, donc la quantité de chaleur échangée au cours du changement d'état, c'est Qp, et Qp, c'est la variation d'enthalpie. Donc, la variation d'entropie au cours d'un changement d'état, c'est la variation d'enthalpie de ce changement d'état divisée par la température de changement d'état. Donc, la première chose que l'on peut remarquer, c'est que le signe de delta S, c'est le signe de delta H, puisque T est toujours positif, exprimé en Kelvin. Donc, pour une transformation qui serait par exemple endothermique, comme la vaporisation, delta H est positif, on doit apporter de la chaleur pour vaporiser un corps pur. Dans ce cas-là, son entropie augmente. Ça s'explique avec ce qui se passe au niveau moléculaire. Quand on passe du liquide au gaz, le désordre augmente, delta S augmente. Donc là, on est bien sur le delta S du système, du corps pur qui change d'état. On n'est pas en train de parler du changement de la variation d'entropie de l'univers. Et le deuxième point que je voulais souligner, c'est ce qui se passe à propos des unités. Donc la quantité de chaleur, ça s'exprime en joules par mol, la température en Kelvin, donc l'unité de l'entropie et l'unité des variations d'entropie, c'est le joule par Kelvin et par mol. On avait vu dans la vidéo précédente que non seulement on est en mesure de calculer des variations d'entropie pour des transformations, mais que l'on peut aussi connaître l'entropie d'un corps à une température et une pression donnée. Dans les tables de données thermodynamiques, les grandeurs sont en général données à pression standard et à 298 Kelvin. Mais on peut avoir besoin de connaître l'entropie d'un corps à une autre température que 25 degrés. Donc là, dans ce qui suit, on va voir comment calculer l'entropie d'un corps à une température quelconque, connaissant l'entropie de ce corps à 298 Kelvin. Donc pour ça, on va utiliser la variation de l'entropie. Donc la variation d'entropie de ce corps, si on le considère dans un état initial à 25 degrés, dans un état final à une température quelconque, ça va être l'entropie de ce corps à la température T moins l'entropie de ce corps à la température de 298 Kelvin. Donc ça peut être un chauffage ou un refroidissement. Et puis, il peut y avoir, dans l'intervalle de température considéré, un changement d'état. Donc on va commencer par faire simple en supposant qu'il n'y a pas de changement d'état. C'est pour ça que je vous propose un exemple avec de l'eau sous forme gazeuse qui serait donc initialement à 25 degrés et qui passerait à une température supérieure. Et là, je vous propose 500 Kelvin. Donc, la variation d'entropie de notre molécule d'eau gazeuse de 298 à 500 Kelvin, c'est l'entropie de l'eau gazeuse à 500 Kelvin moins l'entropie de l'eau gazeuse à 298. D'où l'expression de l'entropie à 500 Kelvin, qui est l'entropie à 298 plus la variation d'entropie entre l'état initial et l'état final. Pour calculer cette variation d'entropie, on va intégrer delta Q réversible sur T en fonction de 298 à 500 Kelvin. Delta Q rêve, on va l'exprimer comme étant NCP dt, puisque là, on est dans une transformation à pression constante. Tout au long, on est à la pression standard P0. Et quand on intègre, on l'a vu en tout début de vidéo, quand on intègre NCP dt sur T, on peut sortir le CP de l'intégrale si on suppose qu'il n'est pas fonction de la température, et on aura juste ensuite intégré dt sur T. Donc, dans le cas que je vous propose, on a N qui vaut 1, puisqu'on est sur une mole d'eau, et notre expression de l'entropie à 500 Kelvin, ça va être l'entropie de l'eau gazeuse à 298 plus le CP2 molaire de l'eau gazeuse fois Ln de 500 sur 298. Donc là, je vous ai mis l'application numérique pour vous présenter un résultat finalisé avec l'unité de l'entropie qui est des joules par Kelvin et par mol.
Donc on va maintenant un petit peu compliquer les choses en prenant en compte un changement d'état dans notre calcul. Donc on va considérer que l'on connaît l'entropie standard d'une mole d'eau à l'état liquide et on cherche l'entropie standard de cette mole d'eau à 500 Kelvin à l'état gazeux. Donc on part toujours de l'expression qu'on avait écrite tout à l'heure, qui est que l'entropie à une température quelconque, c'est l'entropie à 25 degrés, plus la variation d'entropie de notre corps pur, donc là de notre mole d'eau, entre 25 degrés et la température finale. Donc là, on va être obligé de construire un cycle pour décomposer l'évolution de notre mole d'eau entre 25 degrés et 500 Kelvin. Donc on va considérer une première étape où on va chauffer cette mole d'eau de 298 Kelvin jusqu'à sa température de vaporisation standard qui est 373 Kelvin, 100 degrés. Ensuite, à 100 degrés va se produire le changement d'état, puis une fois que la mole d'eau aura été entièrement vaporisée à 100 degrés sous pression standard, on va chauffer cette mole qui est maintenant gazeuse de 373 à 500 Kelvin. Donc là, une fois qu'on a dessiné ce petit cycle et qu'on voit que ce que j'ai appelé delta S1 plus delta S vap plus delta S2 est égal à la variation d'entropie entre l'eau liquide à 25 et l'eau gazeuse à 500 Kelvin, eh bien on a fait le gros du travail et il n'y a plus qu'à calculer. Et là, pour calculer, on a déjà vu dans les slides précédentes les outils. Donc, la variation d'entropie que j'ai appelée delta S1, c'est la variation d'entropie au cours d'un échauffement isobar. Donc là, delta S, c'est l'intégrale de Cp dt sur T. Et là, j'ai sorti Cp de l'intégrale en considérant que ça ne variait pas avec la température. Pour le delta S2, c'est la même chose, sauf que là, ce n'est plus de l'eau liquide que l'on chauffe, mais de l'eau gazeuse. Donc le Cp n'a plus la même valeur, mais l'expression, c'est à nouveau Cp intégrale de dt sur T, et les bandes d'intégration est également changées. Et puis, pour le changement d'état, la variation d'entropie, c'est la variation d'enthalpie sur la température de changement d'état. Voilà, donc là, vous avez vu que il suffit de décomposer convenablement le phénomène, la transformation que l'on considère, pour pouvoir calculer la variation d'enthalpie globale et ensuite remonter à l'entropie molaire standard. Alors, sur cette diapo, on va voir comment on s'y prend pour calculer la variation d'entropie au cours d'une réaction chimique. Eh bien là, il n'y a pas beaucoup de travail à faire, puisque si vous avez bien compris ce que l'on faisait avec l'enthalpie pour calculer la variation d'enthalpie au cours d'une réaction chimique, S étant comme l'enthalpie une fonction d'état, eh bien ça va se passer à peu près de la même manière. La variation d'entropie au cours d'une réaction chimique, ça va être la différence d'entropie entre l'état final et l'état initial. L'entropie de l'état final, on la calcule en faisant la somme des produits coefficient stoichiométrique fois entropie molaire des produits. Et puis l'entropie initiale de notre système, eh bien, on la calcule en faisant la somme des produits coefficient stoichiométrique des réactifs fois entropie molaire des réactifs. Donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau, ce n'est pas une compétence très nouvelle, on s'adapte juste. S se comporte comme une fonction d'état, on procède comme avec H. Donc, à partir de maintenant, là, sur les 2 slides qui viennent, on va s'intéresser au calcul de variation d'entropie pour un transfert purement thermique. Donc, un transfert purement thermique, c'est une transformation au cours de laquelle aucun travail n'est échangé. Donc on va considérer qu'on met en contact 2 systèmes à température différente, un système chaud à la température T1, un système froid à la température T2. Et quand on les met en contact, ils vont échanger de la chaleur. Le système chaud va céder de la chaleur au système froid pour atteindre un nouvel équilibre thermique à une température TF qui sera comprise entre T1 et T2, température tiède. Vous pouvez, si ça vous aide pour la suite, imaginer qu'on mélange 2 masses d'eau de différentes températures et qu'avec de l'eau chaude et de l'eau froide, on va faire de l'eau tiède. Donc en préambule, je
je dévoile la conclusion de notre travail, cette transformation est irréversible. C'est le principe du second principe. Pour avancer dans la démonstration, on va d'abord considérer que les deux systèmes, sigma 1 et sigma 2, forment un système isolé, c'est-à-dire qu'ils n'échangent que l'un avec l'autre et pas avec un éventuel troisième système, un milieu extérieur. Donc, si sigma 1 et sigma 2 forment un système isolé, alors la variation totale d'énergie interne de sigma 1 et sigma 2 est nulle. L'énergie interne du système total est constante. Ensuite, pour les calculs, je vais faire une hypothèse simplificatrice qui est que les deux systèmes ont la même capacité thermique. Je pourrais considérer des capacités thermiques différentes, ça alourdirait les expressions que je vais vous présenter, mais ça ne changerait pas la conclusion que l'on va tirer. Donc, notre variation d'énergie interne du système total est nulle et je peux la calculer en additionnant les variations d'énergie interne de chacun des systèmes sigma 1 et sigma 2. On applique le premier principe, W est nul, donc delta U c'est Q. Et comme W est nul, on n'a pas de variation de volume, donc on peut calculer Q comme étant la chaleur échangée à volume constant. Donc, je vais avoir pour delta U du premier système CV fois TF moins T1 et pour le delta U du deuxième système CV fois TF moins T2. Le fait d'avoir supposé que les capacités thermiques étaient les mêmes, je peux simplifier par CV et il vient que la température d'équilibre de mon système, ça va être la moyenne des températures initiales des systèmes. J'ai encadré ce résultat. Il ne faut pas le retenir, c'est juste parce que je vais l'utiliser par la suite. Donc là, ce résultat, pour arriver là, j'ai fait l'hypothèse qu'il y avait la même capacité thermique. Si je n'avais pas fait cette hypothèse-là, la température finale, ce serait une moyenne des températures pondérées par les capacités thermiques des systèmes. Ok ? On va continuer avec cette hypothèse simplificatrice. Donc maintenant qu'on a établi l'expression de la température finale à l'équilibre, eh bien, on va s'intéresser de plus près au calcul de la variation d'entropie. Donc, S étant une fonction d'état, on n'a pas besoin à ce moment-là de savoir si notre transformation est réversible ou irréversible, puisqu'on va pouvoir calculer la variation d'entropie de notre système de la même manière, en faisant l'intégrale de delta Q réversible sur T. Donc, pour le système chaud, delta S de sigma 1, ça va être l'intégrale de T1 à TF de CV dt sur T, puisque delta Q, c'est CV dt. Et une fois qu'on a intégré ça, on obtient CV ln de TF sur T1. On va faire la même chose pour le système sigma 2, sauf que là, les bornes d'intégration vont changer. On intègre de T2 à TF, CV dt sur T, ça nous donne CV ln de TF sur T2. Maintenant, pour calculer la variation d'entropie de l'univers formé par nos deux systèmes sigma 1 et sigma 2, eh bien, on va tout simplement ajouter les variations d'entropie qu'on vient d'établir. Et on va pouvoir mettre en facteur CV. Et on a, donc en regroupant les deux termes ln de TF sur T1 et ln de TF sur T2, on obtient CV ln de TF au carré divisé par T1 fois T2. Là, on change TF par l'expression qu'on a établie à la slide d'avant et on obtient que la variation d'entropie de l'univers, c'est CV fois ln de T1 plus T2 le tout au carré divisé par 4T1 T2. Là, je n'ai pas reproduit sur la slide le développement calculatoire du terme T1 plus T2 le tout au carré divisé par 4 T1 T2, mais on montre assez facilement que ce terme est plus grand que 1. Et si ce terme est plus grand que 1, à ce moment-là, ln de ce terme, ça va être plus grand que 0. Donc, quel que soit T1, T2 et TF, la variation d'entropie de l'univers est positive. Donc, la transformation d'un transfert, le transfert purement thermique, parce que la variation d'entropie de l'univers est positive, est une transformation irréversible. Je vous renvoie à l'établissement du second principe que l'on a vu dans la vidéo précédente.
Donc ça, c'est un résultat très important. Un transfert purement thermique est une transformation irréversible, quel que soit ce transfert. La chaleur qui est échangée est, entre guillemets, anthropisée. On ne pourra jamais la récupérer et on ne pourra jamais faire le trajet dans le sens inverse. Vous n'avez jamais vu, à partir d'une masse d'eau de température uniforme, cette masse se séparer en deux sous-systèmes dont un serait plus chaud que l'autre. Donc, quand on met en contact thermique deux corps qui sont initialement à des températures différentes, on a obligatoirement création d'entropie et introduction d'irréversibilité. Ça, c'est une idée qui est très importante de s'approprier quand on va ensuite travailler sur des cycles et travailler sur les moteurs. Quand on cherche à optimiser un système et donc à perdre, à dégrader le moins possible de chaleur inutilement, on cherchera à limiter la création d'entropie et donc à limiter les échanges purement thermiques. À partir de cette diapo et jusqu'à la fin du cours, on va s'intéresser au cas particulier du gaz parfait. Donc tout ce qu'on va faire maintenant ne concerne que le gaz parfait et on va étudier toutes les transformations que l'on connaît, isotherme, isobar, adiabatique, isochore, que ces transformations soient réversibles ou irréversibles. À chaque fois, on va chercher à voir comment on calcule la variation d'entropie. Donc on commence là avec une transformation isotherme réversible. En appliquant la définition de l'entropie, delta S sur l'ensemble de la transformation pour le gaz parfait, c'est l'intégrale de delta Q réversible sur T. On est dans le cas d'une transformation isotherme, T est constante, je peux donc sortir la température de l'intégrale. Donc maintenant, je vais mettre un petit indice, T0 à ma température pour bien avoir en tête qu'elle ne varie pas. Et la variation d'entropie, c'est 1 sur T0 fois l'intégrale de delta QRF sur T. Et l'intégrale de delta QRF, eh bien, c'est la quantité de chaleur totale échangée réversiblement au cours de la transformation. Cette quantité de chaleur, on n'a pas d'outil pour la calculer directement. On sait calculer la quantité de chaleur échangée à volume constant, à pression constante, mais à température constante, on est obligé de passer par le premier principe pour la calculer. Or, donc, la variation d'énergie interne pour un gaz parfait est nulle, parce que cette variation d'énergie interne pour le gaz parfait ne dépend que de la température. Donc, pas de variation de température, pas de variation d'énergie interne. Delta U est nul. Et le premier principe nous dit par ailleurs que delta U, c'est Q plus W. Donc là, c'est Q réversible plus W réversible. On va donc pouvoir calculer la quantité de chaleur échangée réversiblement au cours de la transformation isotherme à partir du travail échangé au cours de cette même transformation. Et ça, on sait faire. Vous savez le faire, on part de la définition du travail. Là, je n'ai pas réécrit tout le raisonnement, mais en intégrant moins P extérieur dV, en considérant que P extérieur est égal à P du système, que notre gaz est un gaz parfait et que la température est constante, on arrive à l'expression W réversible est égal à moins nRT0, cette température constante, fois ln de Vf sur Vi. Et puis, donc, la quantité de chaleur, c'est moins le travail, et il suffit de rajouter un signe moins devant l'expression qu'on vient d'établir. On va remplacer Q réversible dans l'expression de l'entropie par l'expression qu'on vient d'établir et il vient que la variation d'entropie du système au cours de la transformation isotherme réversible, c'est Nr fois Ln de Vf sur Vi ou fois Ln de Pi sur Pf. Pardon. Là, on peut voir que le signe de la variation d'entropie du système, c'est le signe de Ln de Vf sur Vi, ou Pf sur Pi. Si on prend le volume comme variable à examiner, eh bien tout va dépendre de si Vf sur Vi est supérieur ou inférieur à 1, et donc si Vf est plus grand que Vi ou plus petit. Donc dans le cas d'une détente isotherme, on va avoir Vf plus grand que Vi et à ce moment-là, l'entropie du gaz parfait va augmenter. Et si on est dans le cas d'une compression où Vf plus petit que Vi, à ce moment-là, la variation d'entropie du gaz parfait va diminuer. Donc là, je vous rappelle, le signe de la variation d'entropie de mon système ne me renseigne pas sur la réversibilité, l'irréversibilité. Ça me renseigne éventuellement sur l'augmentation ou la diminution du désordre dans mon système,
Mais pour ce qui est de la réversibilité, irréversibilité, il faut regarder la variation d'entropie de l'univers. Là, pour l'instant, on ne s'est pas intéressé au milieu extérieur, on s'est intéressé qu'à notre système. Donc on va maintenant voir comment on procède si la transformation du gaz parfait est irréversible. On va d'abord s'intéresser à la variation d'entropie du système, puis on verra celle du milieu extérieur et enfin on conclura avec celle de l'univers. Donc pour ce qui est du système, pour calculer la variation d'entropie du gaz parfait qui se transforme, on utilise la définition ds est égal à delta Q réversible sur T. Donc que la transformation soit réversible ou irréversible, on va intégrer delta Q réversible sur T grâce au fait que S est une fonction d'état. Donc, pour la variation d'entropie du gaz parfait, on imagine une transformation qui n'a pas de réalité concrète, c'est une transformation hypothétique, qui va partir du même état initial pour arriver au même état final que la transformation réelle qui est irréversible. Donc, on va utiliser les mêmes outils, le même raisonnement que ce que l'on a vu précédemment pour la transformation réversible isotherme. Et on aboutit au fait que la variation d'entropie du gaz parfait au cours de la transformation irréversible, c'est moins le travail qui aurait été échangé réversiblement dans la transformation hypothétique, divisé par T0, qui est la température constante à laquelle se fait la transformation. Ensuite, on va passer au calcul de la variation d'entropie pour le milieu extérieur. Donc, le milieu extérieur, dans une transformation isotherme, c'est une source de chaleur à la température à laquelle a lieu la transformation, c'est-à-dire T0. Et ce milieu extérieur, il échange une certaine quantité de chaleur, Q extérieur. Comme l'extérieur et le système, ça forme un univers, Q extérieur, c'est moins Q du système. Et là, on considère, on n'est plus dans l'intégrale de delta QRF sur T, pour une source de chaleur, la variation d'entropie, c'est la chaleur réellement échangée, donc là, la chaleur échangée irréversiblement, divisée par T. Et donc, ce qu'échange l'extérieur, c'est moins ce qu'échange le système. Donc, Q extérieur, c'est égal à moins Q irréversible, et moins Q irréversible, c'est égal à W irréversible, parce que pour notre transformation isotherme irréversible, on a toujours delta U du gaz parfait qui est nul, et donc W irréversible plus Q irréversible nul. Donc on aboutit à cette expression qui est que la variation d'entropie du milieu extérieur au cours de la transformation irréversible, c'est le travail réellement échangé irréversiblement divisé par T0. Et enfin, on arrive au calcul de la variation d'entropie de l'univers, qui est la somme des variations d'entropie du système et du milieu extérieur au cours de notre transformation irréversible. Et si je remplace chacun des termes par l'expression que l'on vient d'établir, on obtient que delta S de l'univers, c'est le travail échangé irréversiblement, moins le travail qui serait échangé irréversiblement au cours de notre transformation hypothétique, le tout divisé par T0. Et dans les slides qui viennent, on va examiner le signe de cette variation d'entropie de l'univers. Donc, à partir de l'expression de la variation de l'entropie de l'univers, on va étudier ce qui se passe dans le cas d'une détente irréversible, puis dans le cas d'une compression irréversible. C'est aussi l'occasion de remobiliser des choses que vous avez déjà vues, comme les diagrammes de Clapeyron, diagramme PV. Donc, le premier diagramme que je vous propose, c'est la représentation du travail échangé au cours de la transformation isotherme irréversible du gaz parfait. Donc, on est sur une détente. À l'état initial, la pression est plus importante qu'à l'état final, le volume est plus petit. Sur ce diagramme, je n'ai pas représenté l'évolution de notre système entre l'état initial et l'état final. On ne peut pas le faire parce que comme c'est irréversible, on ne connaît pas précisément l'état du système entre les deux états d'équilibre initial et final. En revanche, on peut quand même représenter ce que vaut le travail échangé, puisque le travail, là, isotherme contre une pression extérieure constante, le travail, on peut le calculer comme étant l'intégrale de moins P extérieur dV, on sort P extérieur de l'intégrale, on peut représenter ce travail qui est l'aire verte dans le diagramme de Clapeyron.
Sur le diagramme du bas, j'ai représenté la même chose, mais pour la transformation réversible qui partirait du même état initial pour arriver au même état final. Là, je peux représenter l'évolution de mon système, c'est la courbe violette, entre l'état initial et l'état final, parce que comme c'est réversible, je connais précisément l'état de mon système à chaque instant. Et le travail échangé au cours de cette détente, c'est l'intégrale sous la courbe, et donc c'est toute l'aire que j'ai représentée en bleu. Donc si on compare les deux aires, on voit que le travail échangé irréversiblement est plus faible en valeur absolue que le travail échangé réversiblement. En revanche, on est dans le cas d'une détente, c'est le système qui fournit du travail vers l'extérieur. Là, je vous rappelle, à partir de la définition de base, W égale intégrale de moins P extérieur dV. P, c'est une constante, c'est positif. dV, dans le cas d'une détente, c'est positif, donc avec le moins devant, moins fois plus, ça fait moins. Donc le travail échangé au cours d'une détente est négatif. Donc il vient qu'avec ce travail négatif, que ce soit réversible ou irréversible, avec un travail en valeur absolue plus grand pour la transformation réversible, ça nous donne que delta S de l'univers est positif. On a bien, par rapport à la définition du second principe tel qu'on l'a établi dans la vidéo précédente, qu'on a une transformation irréversible. Donc, pour la compression, on va mener un raisonnement tout à fait similaire à celui qu'on vient de mener pour la détente. Vous retrouvez les deux petits schémas, les deux diagrammes de Clapeyron, celui pour la transformation irréversible, celui pour la transformation réversible hypothétique. Vous pouvez voir, on va commencer par la transformation réversible, puisqu'en fait, rien n'a changé par rapport à la slide d'avant. Puisqu'en fait, j'ai juste inversé état initial et état final. Le chemin se fait de la même manière, juste dans le sens inverse. Donc on va avoir la même R sous la courbe. Ce qui va changer, c'est le signe du travail, puisqu'au cours d'une compression, c'est le milieu extérieur qui fournit du travail au système. Le système voit son volume diminuer, donc moins PDV, moins fois plus fois moins, et bien ça fait plus. Maintenant, si on regarde ce qui se passe pour la transformation réelle irréversible, où là aussi j'ai juste échangé état initial et état final, là la pression qui va être maintenue constante pendant toute la transformation, c'est la pression finale, donc qui est plus élevée que la pression initiale, d'où une aire verte sur cette slide qui est plus importante que l'aire verte sur la slide de la détente. Donc maintenant, si on compare les aires, en valeur absolue, le travail échangé irréversiblement est plus important que le travail échangé réversiblement, et les deux travaux sont positifs. Donc, avec des signes différents de ce que l'on avait pour la détente et un travail irréversible plus important que réversible en valeur absolue, on arrive finalement à la même conclusion sur le signe de la variation d'entropie de l'univers qui est positif. Donc, on a bien ce qui correspond à une transformation irréversible. On en arrive maintenant à la conclusion sur cette transformation isotherme irréversible du gaz parfait. On a vu que la différence entre le travail irréversible, réellement échangé par le système, et le travail que ce système aurait échangé réversiblement au cours d'une transformation hypothétique qui part du même état initial pour arriver au même état final, cette différence, elle est toujours positive, que l'on soit dans le cas d'une compression ou d'une détente. Et en fait, cette différence, W irréversible moins W réversible, ça correspond à la quantité de travail qui est dégradée en chaleur du fait de l'irréversibilité de la transformation. Donc si on fait un petit résumé transformation par transformation, dans le cas d'une détente, eh bien, on récupérera plus de travail dû aux forces de pression si la détente est réversible par rapport au cas où la détente serait irréversible. C'est ce que l'on peut voir sur le petit diagramme de Clapeyron, là où j'ai superposé l'aire bleue qui correspond au travail réversible et l'aire verte qui correspond au travail irréversible. L'aire verte ne recouvre pas totalement l'aire bleue. L'aire bleue est plus grande. Donc, si on imagine une détente d'un gaz parfait, le gaz va produire du travail
eh bien, la production la plus importante sera faite si la détente est faite réversiblement. Dans les vraies transformations réelles de la vraie vie qui sont irréversibles, on récupérera toujours moins, il y aura toujours une partie du travail qui sera dégradée sous forme de chaleur. Si on prend maintenant en considération le cas de la compression, là la petite superposition des aires vous montre que c'est l'aire verte qui est plus grande que l'aire bleue, donc il faudra dépenser plus de travail pour comprimer un gaz irréversiblement que réversiblement. Là, ce que je vous ai mis en support écrit, c'est j'ai pris le problème dans le sens inverse. On dépense moins de travail pour comprimer un gaz si on le comprime réversiblement. On peut prendre la chose par les deux côtés. Donc, ce que vous pouvez retenir, et c'est une idée qui, à mon sens, est important que vous ayez en tête, c'est qu'une transformation réversible, elle est toujours plus rentable qu'une transformation irréversible. Donc, la transformation réversible, c'est le cas idéal qui correspond à un modèle où on va avoir, où tout va se passer de la meilleure des manières et on va pouvoir avoir une transformation le plus rentable possible du point de vue du travail. Pour les transformations réelles qui sont toujours irréversibles, eh ben, ça se passera moins bien. On récupérera moins de travail irréversiblement que réversiblement, et ça parce que on dégrade toujours une partie de ce travail sous forme de chaleur. On va maintenant aborder les transformations adiabatiques du gaz parfait, et on va commencer par les transformations réversibles. On va adopter une démarche un petit peu différente de ce que l'on a fait pour l'isotherme. On va d'abord s'intéresser à ce qui se passe pour le milieu extérieur, puis à l'application du second principe avec la variation d'entropie de l'univers, et ça nous permettra de conclure ensuite sur ce qui se passe pour le système. Donc, par définition, une transformation adiabatique est une transformation au cours de laquelle il n'y a pas d'échange de chaleur entre le système, ici le gaz parfait, et le milieu extérieur. Donc, on a toujours que delta Q extérieur, c'est égal à moins delta Q du système, mais là, le delta Q de l'extérieur est nul. Donc, quand on va intégrer delta Q réversible sur T pour le milieu extérieur, eh bien, on va obtenir quelque chose de nul. Donc, pas de variation d'entropie pour le milieu extérieur. On a fait l'hypothèse qu'on avait une transformation réversible. Donc, le second principe nous dit que pour une transformation réversible, la variation d'entropie de l'univers est nulle. Cette variation d'entropie de l'univers, c'est la somme des variations d'entropie des sous-systèmes qui constituent cet univers, à savoir notre système et le milieu extérieur. Donc on peut écrire que delta S de l'univers, c'est égal à delta S du système plus delta S de l'extérieur, et que ça c'est nul. Juste avant, on avait établi que delta S du milieu extérieur était nul, donc avec ces deux équations, on en déduit que la variation d'entropie de notre système est-elle également nulle. Donc, le premier résultat que vous pouvez retenir, c'est qu'une transformation adiabatique réversible est isentropique. Donc, isentropique, ça veut dire que son entropie est constante. Si elle ne varie pas, c'est qu'elle est donc constante. On va maintenant passer à la transformation adiabatique irréversible. Et là, il faut bien écouter et s'assurer que votre cerveau est en pleine capacité, parce que je vais vous présenter un petit raisonnement qui va aboutir à un résultat qui est plutôt contre-intuitif. Donc, ce n'est pas le moment d'être déconcentré. Donc, on y va. Pour ce qui est du milieu extérieur, rien n'a changé par rapport à la situation de la transformation adiabatique réversible. L'extérieur n'échange toujours pas avec notre système et avec rien d'autre non plus. Donc que cette absence d'échange de chaleur se passe de manière réversible ou irréversible, ça ne change rien à l'affaire. Donc on a toujours delta S du milieu extérieur qui est nul. Ensuite, si on va chercher notre second principe, celui-ci nous dit que pour une transformation irréversible, eh bien, la variation d'entropie de l'univers est positive. Comme tout à l'heure, on peut décomposer la variation d'entropie de l'univers comme étant la variation d'entropie de notre système plus la variation d'entropie du milieu extérieur. Ça, c'est positif. Et puis, la variation d'entropie du milieu extérieur est toujours nulle. Donc là,
la combinaison de ces deux relations nous dit que la variation d'entropie de notre système est positive. Et c'est ça qui n'est pas du tout intuitif, parce que si on essayait de calculer delta S du système avec la définition qui est l'intégrale de delta Q réversible sur T, avec un delta Q nul, on pourrait s'attendre à avoir du coup un delta S nul. Il n'en est rien. Bien que la quantité de chaleur élémentaire échangée irréversiblement soit nulle, eh bien, la variation d'entropie de l'univers, elle, est positive. Donc, ceci étant dit, comment va-t-on faire pour calculer la variation d'entropie qui nous intéresse? Eh bien, on va partir de la définition. ds de notre système pour notre transformation irréversible, c'est delta Q du système pour une transformation hypothétique qui serait réversible, partant du même état initial pour arriver au même état final, et divisé par T. Et là, on ne va pas pouvoir exprimer delta Q avec des expressions de delta Q qui sont dans la boîte à outils. On va être obligé de passer par le premier principe. Donc le premier principe nous dit que du c'est delta Q plus delta W, donc delta Q c'est du moins delta W. Et là on est toujours sur l'expression pour un travail réversible, donc pour U réversible irréversible, ça n'a pas d'importance puisque U est une fonction d'état. Pour le gaz parfait, U ne dépend que de la température et du vaut CV dt. Donc la partie du divisé par T, on va pouvoir l'exprimer comme étant CV dt sur T. Et puis pour le travail, donc là c'est bien important de considérer le travail qui serait échangé réversiblement. Donc delta W c'est moins P extérieur dV. Si on est dans une transformation réversible, P extérieur est égal à P du système. Donc delta W c'est moins P du système dV. Si bien que moins delta W sur T, on va pouvoir l'exprimer comme étant plus P du système divisé par T multiplié par dV. Ensuite, on peut encore, comme là on a un terme en dV, on aimerait bien pouvoir exprimer P sur T fois dV uniquement en fonction de V. Pour faire ça, on utilise la loi des gaz parfaits, P sur T, c'est NR sur V. Et donc, on va devoir intégrer CV dt sur T et NR sur V fois dV. Donc, quand on fait ce travail d'intégration, on obtient la dernière ligne qui est que la variation d'entropie du système, c'est N fois CV bar, donc là le CV je l'ai exprimé en fonction du CV molaire, fois ln de TF sur TI, plus NR fois ln de VF sur VI. Donc là, pour faire un petit bilan sur les adiabatiques, quand on a un adiabatique réversible, tout est nul. Delta S du système est nul, delta S de l'extérieur est nul, delta S de l'univers est nul. En revanche, pour une adiabatique irréversible, on a toujours delta S du milieu extérieur nul, mais par le second principe, delta S de l'univers est positif et donc delta S du système est positif. Ça, c'est la première chose bien importante à savoir. Et ensuite, comment on va calculer la variation d'entropie? À partir de la définition, on ne va pas chercher à exprimer delta Q autrement qu'avec le premier principe. Et on introduira donc du moins delta W. Et c'est ça qu'on va intégrer ensuite. Et si vous retenez bien ça, eh bien, vous ne vous tromperez pas dans vos calculs de variation d'entropie pour les transformations adiabatiques. Donc maintenant qu'on a fait les adiabatiques, on a fait le plus gros morceau, ce qui nous reste, les isocores et les isobars, ça va être relativement tranquille. Alors tranquille pourquoi? Parce qu'en fait on a déjà vu un petit peu comment faire en tout début de vidéo. Donc pour les isocores, par définition, la variation de volume est nulle, donc le travail est nul, puisque delta W est égal à moins P extérieur dV, dV nul, travail nul. Donc ça c'est vrai que la transformation se fasse réversiblement ou irréversiblement. Le premier principe, qui nous dit que delta U c'est W plus Q, avec un W nul, aboutit à delta U est égal à Q. Q à volume constant, et que ce soit réversible ou irréversible, c'est la même valeur parce que U est une fonction d'état. Et donc on va pouvoir exprimer Q, la quantité de chaleur échangée réversiblement, comme étant CV fois delta T. Si on prend maintenant l'expression pour un petit élément de transformation, il vient que du c'est delta Q
à volume constant réversible, qui est aussi égal à delta Q à volume constant irréversible, qui est égal à CV dt. Donc, pour calculer la variation d'entropie, on va intégrer delta Qref sur la température du système, puisqu'on suppose une transformation réversible, ça veut dire que les tensions sont à l'équilibre, du milieu extérieur sont à l'équilibre avec celles du système. Et donc, delta S, c'est l'intégrale de CV dt, et si je considère que mon CV est indépendant de la température, et bien le résultat de cette intégration, c'est CV fois ln de Tf sur Ti. Donc là, vous voyez que ma transformation soit réversible ou irréversible, si elle est isochore, je calcule la variation d'entropie de la même manière en faisant CV ln de Tf sur Ti. Ce qui va changer entre la transformation isochore réversible et la transformation isochore irréversible, c'est la valeur de la variation d'entropie de l'univers et donc la valeur de la variation d'entropie du milieu extérieur, puisque la variation du système, elle est la même. Donc, dans le cas d'une transformation réversible, la variation d'entropie de l'univers étant nulle et étant la somme de la variation d'entropie du système plus celle du milieu extérieur, eh bien la variation d'entropie du milieu extérieur serait égale à moins la variation d'entropie du système que l'on a calculée avec l'expression encadrée. Et si on est dans le cas d'une transformation irréversible, à ce moment-là, la somme, variation d'entropie du milieu extérieur, variation d'entropie du système, sera positive. Et après, il faudra savoir quelle est cette transformation, comment se fait-elle pour pouvoir calculer la variation d'entropie du milieu extérieur. Si c'est une source, eh bien ce sera le quotient quantité de chaleur réellement échangée, irréversiblement, sur la température de la source. Donc on va terminer par les transformations isobars du gaz parfait. Par définition, une transformation isobar, c'est une transformation au cours de laquelle la pression extérieure est constante. Donc, deux cas de figure, soit la transformation est réversible, auquel cas à chaque instant, la pression extérieure est égale à la pression du système, et du coup la pression du système comme la pression extérieure sont constantes, ou bien au cours d'une transformation irréversible, la pression extérieure est constante mais différente de la pression du système. Donc là, petit rappel, pour le calcul du travail échangé au cours d'une transformation isobar, quand on va chercher à formaliser ce travail, eh bien peu importe que la transformation soit réversible ou irréversible. Donc en effet, par définition, delta W c'est moins P extérieur dV. Donc là, P extérieur étant constante, peu importe que ce soit égal ou pas à la pression du système, on peut sortir P extérieur de notre intégrale pour calculer le travail. Et donc il vient que le travail, ça va être moins la pression extérieure, qui sera la pression finale du système, fois la variation de volume VF moins VI. À partir de ça, on pourrait calculer exprimer la quantité de chaleur échangée à partir du premier principe, delta Q égale du moins delta W. Pour autant, on a déjà travaillé à introduire la fonction enthalpie, donc autant l'utiliser. Si on est à pression constante, la chaleur échangée, c'est la variation d'entropie. Donc pour un élément de transformation, dH, ce sera égal à delta QP. Et comme H est une fonction d'état, eh bien delta QP sera la même que la transformation soit réversible ou irréversible. Et dans les deux cas, on peut l'exprimer comme étant Cp fois dt. Donc quand on intègre dH et delta Qp, en même, on obtient la quantité de chaleur échangée à pression constante qui vaut Cp fois le delta T, à condition que le Cp ne dépend pas de la température évidemment. Donc quand on va vouloir faire notre calcul de variation d'entropie, dans la définition ds égale delta Qref sur T, on exprimera delta Qref comme étant Cp dt, et après on n'aura plus qu'à intégrer le Cp fois dt sur T, sortir le Cp de l'intégrale s'il ne dépend pas de la température. Donc on obtient delta S du système qui est égal à Cp fois ln de Tf sur Ti. Donc, comme à volume constant, on a la même expression pour le calcul de la variation d'entropie en irréversible et en réversible pour une transformation isobar par rapport au CV, là, par rapport à la transformation isochore,
ici, dans l'expression, on a changé le CV pour le CP. Si on fait un petit résumé et un gros raccourci. Comme tout à l'heure, donc la variation d'entropie s'exprime de la même manière que l'on soit dans le cas d'une transformation réversible ou irréversible, mais pour la variation d'entropie de l'univers, c'est la variation d'entropie de l'extérieur qui va être différente. Elle serait égale à moins la variation d'entropie du système pour une transformation réversible et donc une variation d'entropie de l'univers nulle. Et la somme delta S extérieur plus delta S sigma sera positive dans le cas d'une transformation irréversible. Donc on arrive à la conclusion de cette séquence sur les calculs d'entropie, les calculs de variation d'entropie. Et je vous disais en introduction que dans cette vidéo, vous n'apprendriez rien. Si vous regardez la boîte à outils, on n'a rien mis de nouveau. Donc effectivement, vous n'avez en termes de savoir rien appris de nouveau. On a remobilisé la définition du travail, l'expression de la variation d'énergie interne dans le cas du gaz parfait qui ne dépend que de la température. On a remobilisé des expressions qu'on avait déjà définies pour la quantité de chaleur élémentaire échangée réversiblement. Et puis, on a utilisé la définition de l'entropie que l'on avait vue juste dans la vidéo précédente. ds du système, c'est delta Q réversible du système sur la température du système. Et on a utilisé le premier principe de conservation de l'énergie, du égale delta Q plus delta W. Et on a utilisé le second principe qui nous dit que pour une transformation réversible, la variation de l'entropie de l'univers est nulle. Et pour une transformation irréversible, la variation d'entropie de l'univers est positive. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Ce que l'on a fait, c'est essayer de voir comment utiliser ces définitions pour avancer dans les calculs de variation d'entropie pour tout un tas de cas particuliers. Donc on a vu des exemples qui étaient plus en lien avec la thermochimie, qu'est-ce qui se passe au cours d'un changement d'état, les calculs de variation d'entropie de réaction ou juste d'entropie molaire. Et puis sur toute la deuxième partie de la séquence, les calculs de variation d'entropie au cours des transformations du gaz parfait. Donc en fait, il s'agit à partir des outils de savoir les utiliser pour être en mesure de calculer pour n'importe quelle transformation, réversible ou irréversible, le travail échangé, la quantité de chaleur échangée, la variation d'énergie interne et les variations d'entropie. Que ce soit la variation d'entropie du système, celle du milieu extérieur ou bien la somme des deux qui est la variation d'entropie de l'univers. Je souligne que pour les transformations réversibles, à chaque fois dans les raisonnements que l'on a développés, on a utilisé le fait qu'à chaque instant, au cours d'une transformation réversible, les tensions du système extérieur sont égales aux tensions du système. D'une part, et d'autre part que la variation d'entropie de l'univers est nulle. Pour les transformations irréversibles, à chaque fois qu'on a traité une transformation irréversible, à un moment donné, on a été amené à considérer que la variable intensive du milieu extérieur qui impose la transformation du système est différente de la tension du système. Et pour le calcul de la variation d'entropie de l'univers, eh bien, elle est positive. Et c'est un élément que l'on a utilisé également. Donc là, le petit travail que l'on a fait aujourd'hui, il faut que vous vérifiez que vous l'avez bien compris et que vous êtes capable de le faire tout seul. C'est vraiment l'utilisation des outils, avant même de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Ce que l'on va en faire, dans un exercice, vous aurez un énoncé où on va vous décrire un système qui évolue. Et ce sera à vous de savoir à quoi correspond cette évolution. Est-ce que finalement, c'est une transformation isotherme réversible? Est-ce que c'est une transformation adiabatique irréversible? Ça peut être plein de choses. Donc, à vous il va falloir être capable d'analyser l'énoncé pour savoir quelles sont les transformations. Une fois que vous aurez trouvé quelle est la transformation dont il est question, eh bien, si vous êtes entraîné suffisamment en amont à manipuler vos outils, les calculs à faire seront
relativement aisée. Donc moi, je peux vous encourager à faire comme travail personnel, c'est de vous mettre devant une feuille blanche et de vous dire, bon ben voilà, si j'ai une transformation isotherme réversible, comment je calcule WQ, delta U, delta S sigma, delta S extérieur, etc. Si je suis dans une transformation isocore réversible, et comme ça vous balayez toutes les transformations que l'on étudie. Isotherme, réversible, irréversible. Isocore, réversible, irréversible. Isobar, réversible, irréversible. Adiabatique, irréversible, réversible. Et là, vous allez développer votre savoir-faire. Et ensuite, quand vous arriverez en TD pour des exercices qui ne sont pas de l'application directe du cours, mais un petit peu plus évolués, eh bien, vous serez convenablement armé pour répondre.